On s'était dit rendez-vous en 2015, et bien nous voici avec le 16e épisode des Technos. Et on se retrouve pour le premier numéro de l'année pour parler technologie, comme on a l'habitude de le faire, avec de ce côté-ci Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour, de ce côté-ci, nous avons également Charlie. Salut Charlie. Alors il y a Charlie et Charlie qui s'excusent. L'un a un problème d'oreille et l'autre a eu un problème gastrique. On va dire ça comme ça. Et donc, ils seront avec nous prochainement. Ce n'est que partie remise, évidemment. C'est le numéro 16 des Technos, un numéro un petit peu particulier. On vous l'avait annoncé puisque le CES est encore en cours au moment où nous enregistrons. Je rappelle que nous enregistrons traditionnellement le jeudi soir. Et donc, il reste encore un jour de CES. Mais on peut déjà en parler, on peut déjà dire des choses. On a découvert des choses, les uns et les autres. On a parcouru un petit peu les sites d'information, puisque je pense qu'il y a presque autant de journalistes que de public, que de grand public dans ce salon. Vu la quantité d'informations que l'on peut trouver sur Internet, on se demande si ça vaut encore la peine d'aller à Las Vegas. En tout cas, nous, avec la distance que l'on a, un petit peu comme vous, chez vous, on analyse un petit peu ces informations. On va pas tout passer en revue, bien entendu. On a sélectionné quelques news qui nous paraissent, à nous, intéressantes. S'il y a d'autres choses plus tard dans les semaines et les mois qui viennent qui apparaissent sur le marché et disponibles, bien entendu, on aura l'occasion d'en reparler. Comme d'habitude, on parle de Mac, d'Apple pour démarrer les technos. On garde cette tradition, vous êtes d'accord les Charlie? Oui. Tout à fait d'accord Charlie. On peut parler d'Apple tout simplement en disant que Apple traditionnellement n'est pas au CES. Les gourous de la marque à la pomme ne se retrouvent pas dans les travées à Las Vegas. Traditionnellement depuis maintenant pas mal d'années me semble-t-il, je ne sais pas exactement combien de temps. David, peut-être une idée? Non, ça fait longtemps en tout cas. Longtemps. Je pense que c'est depuis qu'ils font des keynotes à eux qu'ils ont arrêté de se produire, on va dire, sur des salons externes. Ils ont pris l'habitude de créer leurs propres événements. Donc, exceptionnellement, cette semaine, on ne vous parlera pas d'Apple et de cette grande religion. J'espère qu'on va pas avoir de soucis, qu'on va pas... parce que dès qu'on parle de religion, vous savez, ça peut poser des problèmes. Quoi qu'il, on parle sur tout à fait autre chose. Une société française. Les Français sont très présents, Marc, sur le salon cette année. La société française Parrot, par exemple, était déjà présente les années précédentes et est encore présent cette année. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur la présence des Français. J'ai lu dans la presse française, je pense que c'était le Figaro qui titrait « On parle français tous les 10 mètres au CES ». Je pense que c'est un tout petit peu exagéré. Mais il y a un vrai problème allez, on va dire, d'identité technologique en France pour l'instant. Ils ont besoin de se positionner un petit peu. On peut les comprendre aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas totalement absents du CES, dont Parrot, dont tu vas nous parler maintenant. Ouais, exactement. Et bon, Parrot est surtout connu historiquement pour ses drones et pour ses accessoires Bluetooth et pour tout ce qui est électronique grand public qu'on trouve facilement. Ici, en fait, Parrot s'attaque à un secteur qui est un peu différent, qui est le secteur de l'infotainment. Et donc, c'est pas le premier constructeur à s'attaquer à ce genre d'appareil, bien sûr, mais dans ce genre d'appareil, ce qui est de l'infotainment pour voiture, leur dernier bébé, dans ce qu'ils présentent au CES, a quand même quasi tout pour plaire, y compris pour votre portefeuille. Ça, on va y revenir plus tard. Alors, on a découvert donc le RNB6. Le RNB6, ça se présente comme un gros autoradio au format 2 DIN, c'est-à-dire double hauteur, qui tourne sous la dernière version d'Android, c'est-à-dire Lollipop, et qui vous propose une foule de possibilités. Écouter de la musique, encore une chance pour un autoradio, c'est compatible Google Play Music, Deezer, Spotify, etc., etc. Naviguer avec le GPS intégré, embarqué, dicter des SMS, appeler en main libre, surfer sur Internet, et encore beaucoup d'autres choses, vu que la bête, Android oblige, embarquerait logiquement un accès à Google Play, ce qui est à confirmer. Ça n'a pas encore été tout à fait sûr, ça. D'accord. Par contre, point éminemment intéressant, l'appareil supporte une double compatibilité Apple CarPlay et Android Google Car. Donc on peut y connecter
autant votre e-bidule favori que votre smartphone Android et bénéficier des interfaces dédiées pour votre plus grand plaisir. C'est bundlé dedans, ça fait partie de l'offre de base. Là où ça devient par contre encore plus intéressant, c'est que le RNB6 embarque une connexion directe ODB2. Vous vous rappelez le petit bitonio que Seb nous avait présenté il y a quelques mois. Et donc, grâce à cette connexion, l'appareil est capable de récupérer tout un tas d'informations sur la voiture et son environnement. Donc, les infos de diagnostic, les stats sur la conduite, la consommation, etc. Donc, si vous ne savez pas encore ce que c'est ODB2, on vous recommande chaudement d'aller retrouver notre numéro, le hors-série, où c'était expliqué vraiment de main de maître. Par contre, au-delà de ODB2, il y a encore une cerise sur le gâteau en plus, c'est la présence d'une connexion IVN. Alors, IVN, qui signifie In Vehicle Network, donne en fait au RNB6 le contrôle physique sur certains équipements existants de votre véhicule, comme par exemple la caméra de recul, s'il y en a une, la navigation GPS, où il passe au-dessus du système de navigation GPS pour venir greffer le sien, ou même le contrôle de la climatisation. C'est assez sympa. Alors, le tout pourrait être combiné avec une petite caméra qu'on installe, une dashcam en gros, et le RNB6 fera alors office d'enregistreur vidéo, comme une dashcam normale, mais mieux encore, il sera possible de récupérer le signal de la vidéo, de l'afficher sur l'écran de l'appareil et d'y incruster les consignes du GPS pour avoir une expérience pure réalité virtuelle, comme ils disent. C'est beau. Tout ça embarqué, tout ça est-ce qu'on a encore la place pour conduire? Est-ce qu'on a encore le temps de regarder la route Alors, justement, je ne sais pas, parce que, évidemment, vu le nombre de fonctionnalités embarquées, la distraction sera grande et la tentation d'aller consulter son statut Facebook dans les embouteillages sera certainement une chose à laquelle il sera difficile de résister. Mais bon, soyons honnêtes, lesquels de nous ne consultent pas frénétiquement leur smartphone chaque fois que leur voiture est au feu rouge? On est bien d'accord, effectivement. On est geek. Alors, pour terminer, donc, Parrot n'est pas le seul constructeur qui a monté sur ce créneau. Panasonic et Pioneer ont également annoncé des appareils similaires. Seulement, j'ai pas pu trouver d'informations. Je suppose que ça va filtrer plus après le CES. Donc, si on trouve des infos, on en reparlera certainement. Et alors, donc, dernier petit détail, le prix quand même. Oui. Parce que bien que ce ne soit pas officiel, donc tout ça, vous l'aurez pour une fourchette qui va de 350 à 550 €. D'accord. À confirmer pour une commercialisation d'ici début mars. D'accord. Donc finalement, c'est pas si cher que ça, David. Je te voyais trépigner dans ton coin. Oui, parce que moi j'aime bien les chiffres. Donc je voulais savoir effectivement combien ça coûtait, parce que quand on regarde un petit peu, Pioneer est quand même le leader au niveau de ce marché-là, avec des formats indignes motorisés. Et donc la Parrot vient quand même bien diminuer le prix de ces appareils-là. Il y avait vraiment deux acteurs, c'était Pioneer d'un côté et Kenwood en deux DIN, et puis tous les Chinois. Donc il y avait déjà un paquet de Chinois qui proposaient des autoradios un peu multimédia. Ici, Parrot va quand même beaucoup plus loin. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion, c'est pas leur premier appareil, puisqu'ils avaient déjà sorti un autoradio indine avec des possibilités, un marketplace spécifique qui n'avait pas super bien marché. Mais ici, ils ont effectivement tout pour réussir. Ils étaient peut-être un peu tôt avec de l'appareil Android embarqué. Tout le monde ne voyait pas très bien comment ça pouvait fonctionner, surtout le problème de connectivité 3G, 4G, etc. Tout n'était pas très très clair au moment où ils ont lancé ce premier produit. Ici, on est quand même dans une période où on commence à comprendre comment les choses fonctionnent et où c'est un petit peu moins ardu pour la majorité des utilisateurs, en tout cas les plus geeks d'entre eux, on va dire ça comme ça. Ouais, effectivement. Mais bon, quand on regarde les images de la petite vidéo qu'on a passée, où on voit la face arrière de la bébête, on se rend compte que les possibilités sont encore plus étendues, parce que si vous avez remarqué, il y a également 2 sorties HDMI. Oui, j'ai vu ça. Donc vous pouvez rediriger ça vers des écrans externes pour avoir un in-car entertainment. Mais il y a également une entrée Ethernet. Donc vous pouvez y coller un petit modem. C'est ça. Et le truc fait office de diffuseur et de routeur Wi-Fi. Donc c'est vraiment la totale.
la solution embarquée. Alors évidemment, chaque fois qu'on parle de Parrot, on s'imagine qu'on va parler de drone ou de pot de fleurs, parce qu'ils ont aussi une solution d'arrosage aux plantes. Bon, ça, on va pas peut-être passer outre, parce que sinon on est parti sur les fourchettes connectées et autres biberons. Ça va pas le faire du tout. Et les brosses à dents connectées également. Donc les drones, ça, on imagine qu'ils sont omniprésents sur le CES. Moi, je voulais vous parler d'un drone. On avait déjà failli en parler fin de l'année dernière parce que je trouvais ça vraiment très très original. C'est le Bionic Bird. Est-ce que vous avez déjà vu ce drôle d'oiseau? C'est assez impressionnant. En fait, c'est un drone, mais qui ne fonctionne pas avec des hélices comme les quadricoptères qu'on a l'habitude de voir. Non, il a des ailes. C'est un véritable oiseau et pour se mouvoir, il bat des ailes. Alors, il y a un truc que vous n'avez peut-être pas connu parce que vous êtes un tout petit peu plus jeune que moi, il faut le reconnaître. Moi, c'est un jouet que j'ai eu quand j'étais tout gosse. C'était un petit appareil qui fonctionnait avec, c'était un élastique tordu, en gros, quand même, qui servait de moteur et qui, avec un petit stratagème, faisait en sorte que ce petit moteur, qui était un élastique, faisait battre deux ailes. Cette invention, c'était l'invention des pères et du grand-père de l'inventeur du drone dont je vous parle maintenant. Vous dire si c'est une histoire qui n'est pas récente. Ça s'appelait le Team Bird. À l'époque, c'était dans les années 60 et puis un petit peu plus tard, dans les années 70. C'est toujours fabriqué en Chine, d'ailleurs, ce petit gadget, qui est en tout plastique. Hein. C'est vraiment pas... Non, mais j'ai connu. T'as connu le Team Bird ? Soit t'es pas si vieux que ça, soit c'est plus vieux que ce que je pensais. Mais j'ai connu, effectivement. Et donc, cet inventeur qui s'appelle Edwin van Ruymbeek, et qui, comme son nom l'indique, est français. Il vit à Marseille. Je me demande s'il n'a pas des origines belges ou hollandaises. C'est lui donc qui a ressorti en quelque sorte le principe pour en fabriquer un véritable oiseau qui est capable de voler. Il y a des vidéos, si vous tapez Bionic Birds sur Internet, il y a des vidéos qui circulent et qui vous montrent que même certains oiseaux se trompent et ont tendance à aller jouer avec cet oiseau noir, entre guillemets. Alors, l'humour est assez omniprésent également, puisque sa station de base pour le recharger, c'est un œuf. Donc, quand vous posez l'oiseau, il est posé sur un œuf. C'est vraiment très original. C'est presque poétique quand on le voit fonctionner sans le son, parce que ça fait quand même un fameux chahut, ces ailes qui battent, je pense que c'est 20 000 fois par seconde. Enfin, c'est assez rapide comme battement d'ailes. Ces ailes se déforment, donc il y a vraiment de l'ingénierie là-dedans, se déforment d'une façon très particulière. Enfin, c'est de l'ultra léger. Le moteur en question, comme souvent sur ces petits drones ultra légers, ce sont des moteurs de vibreurs de smartphone, hein, donc c'est relativement classique. Qu'est-ce que je pourrais encore vous donner comme information? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça, j'ai pas l'info, me semble-t-il. Moi, je l'ai. Si tu l'as, tu peux me la donner. Oui, c'est 80 $ et ils en ont vendu plus de 100 000 en précommande avant les fêtes de fin d'année. Voilà. Le prédécesseur en plastique dur et avec élastique a été distribué plus de 20 millions de fois. Donc, depuis qu'il existe. On leur souhaite la même chose. Voilà. Et donc, c'est dirigé par smartphone. Distance 100 mètres maximum. Autonomie 8 minutes pour l'instant, mais on promet que bientôt on pourra avoir une autonomie plus importante. Ce qui est important de dire, et ça c'était un peu le problème avec l'Air Drone, si on se rappelle bien, David, que effectivement l'autonomie n'était pas tellement longue et que le temps de charge était énorme. Ici, 12 minutes de recharge pour les petites batteries lithium qui sont à bord de l'appareil en question. 12 minutes pour 8 minutes de vol. Bon, ça fait 4 minutes de pause, c'est relativement raisonnable. C'est plutôt pas mal. Il fallait 3 heures. Pardon ? L'Air Drone, il fallait 3 heures pour 5 minutes. Il fallait 3 heures pour... Oui, c'est ça. Donc, voilà. Moi, je trouvais ce truc-là assez sympathique, assez poétique même, à suivre de près, évidemment. Donc, c'est financé par une campagne de financement participatif sur la plateforme Indiegogo. Ça s'appelle donc Bionic Bird, pas Girl. On va vous mettre le lien, bien sûr, dans le... le jour où ils font la version fille, ça m'intéresse. Peut-être, oui. Et qui bat des ailes aussi, tant qu'on y est. Qui bat des ailes aussi, évidemment. Et donc, ils ont déjà réuni, enfin, ils avaient réuni, mais à mon avis, ça va encore augmenter, plus de 100 000 $ de participation pour financer une production de série. Donc, voilà, je trouve ça plutôt rigolo. C'est
peut-être un beau cadeau pour les fêtes a posteriori. Je sais pas quand ça va arriver chez nous. Peut-être qu'il y a déjà moyen d'en commander et de se faire livrer pour Pâques, par exemple. Par exemple. Voilà. Je sais pas je pense que Marc est convaincu par le principe du drone. Le genre de gadget que je vais m'empresser de me procurer. Et David? Oui, c'est rigolo. Ça ramène le drone plus dans le monde du jouet et donc une disponibilité pour les enfants. Oui. Donc effectivement, voilà, il y a un mot qui m'a fait rire quand tu as développé le sujet. C'est poétique. Mais oui. Voilà, ça va un peu à contre-courant de tous les drones qu'on nous sort pour le moment. C'est un vrai jouet, c'est un truc où il n'y a pas de caméra, où il n'y a pas de configuration. Voilà, ça n'a pas l'air bien compliqué. C'est juste du fun. Et donc, oui, c'est plutôt une bonne idée. Oui, et puis c'est quand même beaucoup plus proche de ce qui est. Enfin, c'est plus naturel, on va dire. C'est un vol plus en rapport avec la nature. Il y a vraiment une vidéo. Je vais essayer de vous retrouver le lien et de la mettre également dans l'article où il y a un rapace qui s'en prend à un drone. Et qui confond un drone avec un oiseau de plus petite taille et qui le course. Et donc, des spécialistes en oiseaux sont très intéressés également par ce type d'appareil et justement de les équiper de caméras pour pouvoir faire des vols parmi les oiseaux, pour pouvoir les mélanger avec de vrais oiseaux. Enfin voilà. Quand la technologie va dans ce sens-là, moi ça me plaît assez. On change tout à fait de domaine. Tiens, David, et on reste chez toi d'ailleurs. Oui, pour parler d'une boussole, en fait. Ouais, d'une application. Une application boussole. Voilà, une application qui est disponible pour le moment uniquement sous iOS, qui s'appelle Red Arrow, et donc qui est une boussole mais qui n'indique pas le nord. Et donc vous allez me dire, ça sert une boussole qui n'indique pas le nord. Au fait, c'est une boussole plus pour les aventuriers, que ce soit des aventuriers urbains ou des gens qui aiment bien se balader en forêt. Oui. Vous allez définir au fait un point vers lequel vous voulez vous rendre. Mm-hmm. Et la flèche rouge, puisque ça s'appelle Red Arrow, donc flèche rouge, va vous indiquer en permanence quelle est la direction que vous devez prendre pour arriver au point que vous avez défini. Donc c'est vraiment tout con. Ouais. C'est génial. Ouais, je trouve ça génial aussi, moi. Voilà. L'application est vraiment ridicule parce que effectivement c'est jamais qu'un cercle d'une boussole avec une flèche rouge et en plus il donne la distance par rapport au point qu'on a choisi. Ça coûte 89 centimes, donc on n'est vraiment pas volé. Maintenant, achetez-la vite parce que les tarifs vont changer rapidement. Mais donc voilà, ça coûte moins d'€1. Ça permet de redécouvrir qu'on soit en ville ou en forêt, ça permet de partir et de jamais s'inquiéter. Il suffit de localiser l'endroit où on a laissé la voiture. On peut partir, voilà, pendant plusieurs heures, aller se balader, découvrir des nouveaux endroits, découvrir des nouveaux chemins. En ville, ça permet de se créer un circuit en se disant si on se perd c'est pas très grave. Alors vous allez me dire oui mais ça existe à travers Google Maps et des choses comme ça. Tout comme le Bionic Bird c'était un peu poétique, j'ai trouvé ça plus poétique aussi l'application Red Arrow que juste une géolocalisation Google Maps pour rentrer chez soi. Ça me fait penser à une application et je pense que c'était une des premières applis un petit peu controversée on va dire au début de l'iPhone qui permettait de s'orienter et d'être toujours dans la direction de la Mecque. Et c'est la même idée. C'est la même idée, sauf qu'ici elle est plus universelle. Choisir d'autres endroits, quoi. On pourrait aller chez Charlie Hebdo, par exemple. Par exemple, on peut s'orienter et faire des. Voilà, c'est un petit peu l'idée, effectivement. Et pouvoir si tu as un téléphone Android, tu fais quoi ? Alors pour le moment, le développement n'a été fait que sous iOS, donc ça c'est embêtant. Maintenant voilà, j'ai pas fouillé le marché. À mon avis, c'est pas une idée révolutionnaire non plus, donc ils doivent pas être les seuls. Mais celle-là est dans les designs qu'on aime pour le moment. Voilà, c'est un truc qu'on teste en 3 minutes pour vérifier que ça fonctionne. Et puis après, ça peut servir. C'est une application qu'on va pas utiliser tous les jours, quoi. Mais je trouvais ça juste rigolo. Et puis qu'est-ce que c'est que ces questions d'infidèles aussi Absolument. Marc. On change de sujet, mais on reste dans le mobile avec un accessoire mobile signé Toshiba. C'est le TransferJet. Qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça coûte ? Justement, je sais pas. Non, sérieusement. Ce que j'ai déjà remarqué, en fait, c'est que les trucs que j'aime bien dans les salons comme le CES et auparavant, pour ceux qui allaient, le CeBIT, etc., c'est que parfois le plus improbable côtoie le plus what the fuck en gros. Et donc entre les deux extrêmes, j'ai repéré un petit bidule dont, pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore compris l'utilité profonde. Donc peut-être que vous pourriez m'aider, vous, une fois que j'aurai expliqué ce que c'est, à saisir le fondement de la chose. D'accord. Donc le TransferJet, c'est un petit bidule qui est construit par Toshiba et c'est un périphérique pour
pour eBrawl. Ouais. À la base, voilà. Ça se présente comme un petit dongle. Avec la bonne connectique voilà, Lightning. Exactement. Ouais. Donc ça se présente comme un petit dongle à connecter sur l'entrée Lightning de votre iPhone, votre iPad ou votre iPod Touch. Ouais. Et ça va vous permettre de transférer entre deux eBrawl ou entre un eBrawl et un PC équipé de la version USB et dongle, parce qu'il y a aussi la version USB, des photos, des documents, des vidéos à une vitesse assez ébouriffante de 375 mégabits seconde. Mm-hmm. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Seul hic, il faut que ça fonctionne à une distance maximale de 3 cm. Donc, ça se base sur une technologie qui a été développée à l'origine par Sony. Ouais. Et c'est assez proche du NFC. Mais on parle d'ici quand même d'un NFC dopé aux stéroïdes et à la coke non coupée. Donc, c'est quand même du solide. Là où ça devient par contre un tantinet problématique quand même, restons sérieux, c'est qu'il y a des tests préliminaires qui ont été faits par divers sites, pas des plus crétins comme Verge ou Gizmodo. Et donc, lors de ces tests, non seulement le bidule n'a jamais atteint les vitesses promises, au mieux les testeurs ont obtenu des débits de l'ordre de 70 à 80 mégabits seconde avec le vendang d'eau, donc grosso modo du 10 mégabits. Ouais. Du 10 mégasecondes, ce qu'on atteindra facilement, voire qu'on doublera et triplera avec un câble USB. Mais le plus grave, c'est que sur le temps du test, c'est-à-dire à la louche une grosse demi-heure, ils ont noté du côté iBrawl une diminution de la charge de batterie de 15 à 20%. Ah, c'est quand même pas mal, donc, oui. Côté consommation, j'aurais tendance à croire que c'est pas totalement maîtrisé, ou alors le second effet qui se coule, c'est que ça vous fournit un radiateur d'appoint. Oui, c'est ça. Ça fonctionne, d'après ce qu'on peut voir en tout cas sur l'illustration, avec une application propriétaire. Exactement. Donc là, encore une fois, vous êtes limité dans ce que vous pouvez en faire, dans ce que vous pouvez mettre. Clairement, le but avoué est de disposer d'un réservoir d'applications, d'un réservoir de documents que vous pouvez charger, décharger sans contact. Oui, mais à cette distance-là, est-ce qu'on ferait pas mieux de brancher un câble? Alors, voilà, c'est là que la partie un peu what the fuck reprend le dessus. Quelle est l'utilité fondamentale? Surtout que, si on réfléchit 2 secondes, Apple a déjà implémenté AirDrop. AirDrop, dans la dernière version d'iOS, permet déjà de se balancer des photos, des infos, des documents, etc., d'un Mac à un iPhone, d'un iPhone à un iPhone, d'un iPhone à un iPad, etc. Déjà, avant AirDrop, il y avait moyen de bumper de téléphone, on se rappelle le geste, pour les faire échanger des infos de contact, etc. Donc, à part le partage instantané, et encore instantané, c'est relatif, quand on voit les vitesses, à part le partage instantané entre 2 téléphones de plante centrale de secret nucléaire belge, centrale nucléaire belge, ou de partager des films de vacances, je sais pas. Donc, je vous pose la question, pour les 30 € que ça coûte, en plus, et pour le fait d'aller aujourd'hui le chercher au Japon et dans quelques semaines dans le reste du monde, à votre avis, ça sert à quoi? Oui, c'est ça. Enfin, est-ce que c'est une démonstration technologique? Est-ce que ça préfigure d'autres choses? Je sais pas, ça m'a bien fait rigoler en tout cas. David a peut-être une opinion là-dessus. Le truc, c'est que effectivement, après le problème, c'est que l'objet en tant que tel, il peut avoir des utilisations. Il faut savoir que, comme Marc l'a dit, c'est une technologie qui est co-développée avec Sony, donc qui est intégrée dans certains de leurs appareils photo. Et donc ça permet aussi de faire des transferts très rapides d'un appareil photo à un smartphone. Le câble pour le faire, il n'existe pas sous iOS. Donc on n'a pas de câble Lightning vers un appareil photo Cybershot de chez Sony. Donc là il y aurait une vraie première utilisation. Ouais, mais il y a des lecteurs de carte mémoire qui fonctionnent avec Lightning. Voilà, c'est ça. Mais donc après ici, le gros problème, c'est le côté test qui a été fait par des gros blogs américains et qui donnent des taux de transfert qui sont catastrophiques parce qu'effectivement à ce moment-là le Wi-Fi est plus que suffisant et les appareils sont tous équipés maintenant de Wi-Fi et c'est facile de passer sous iOS ou sous Android et de récupérer les photos d'un appareil externe. Le seul truc qui peut être intéressant, mais j'ai un peu du mal à imaginer le cas de figure, c'est 2 appareils iOS qui ne se connaissent pas, qui ne font pas partie de la même famille, qui voudraient échanger des gros documents. Parce que de nouveau, le câble iOS vers iOS, iPhone, iPad vers iPhone, iPad n'existe pas. Donc on est toujours obligé de passer par le cloud. Et donc là, on se retrouve avec les limites qu'on connaît au niveau des connexions Internet et des choses comme ça. Oui, effectivement. Donc, ça coûte 40 € aussi, faut pas non plus, voilà, c'est quand même 40 pas une fortune. Non, mais c'est 30 €. 30 €. 30, pardon, 30. Oh, c'est pas cher. Non, mais là, maintenant, sérieusement, 2 secondes. La seule chose que je vois par rapport à cette technologie, c'est que oui, ça pourrait être intéressant
intéressant à partir du moment où ça devient quelque chose embarqué en standard, où je n'ai pas ce gros dongle disgracieux qui dépasse de mon téléphone, que ce soit sur un iPhone, ou ils ont annoncé une version Android aussi, donc on aura aussi un truc à connecter avec un port micro USB. Mais à partir du moment où le bidule est intégré dans mon téléphone, comme la recharge sans fil, comme d'autres trucs, là ça devient effectivement quelque chose d'intéressant. Oui. Et le surcoût nécessaire pour embarquer ça dans une gamme de téléphones standard est négligeable à partir du moment où on ne la fait pas décliner sur l'acheteur final. Moi, ce qui me dérange le plus dans l'histoire, je vais vous le dire, c'est ce programme propriétaire qui me dérange un petit peu. Dans le sens où, à la rigueur, le dongle, dans un premier temps, hein, on va dire parce que tout le monde ne peut pas avoir intégré cette technologie tout de suite, pour patienter, on va dire. Le dongle, il me dérange pas trop, mais à condition que je puisse l'utiliser facilement dans un écosystème qui est chez moi, mon réseau Wi-Fi, ma connexion Internet, par exemple pour faire du Skype ou autre, ou partager des fichiers effectivement un peu plus lourds à une vitesse raisonnable dans un réseau interne ou même en entreprise. Là, je pourrais comprendre, mais avec un programme propriétaire comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir bien partager à part des images, enfin des fichiers physiques, je vais pas pouvoir améliorer, on va dire, la connectivité d'applications de visioconférence, par exemple, pour ne citer que ça. Ben non, donc effectivement, il faudra voir quelles sont les applications qui pourront venir se greffer sur cette technologie. Et comme toujours, c'est de l'écosystème logiciel que va dépendre le succès de ce petit matériel. Je vais essayer de faire un truc là, un petit peu difficile. C'est que on va parler de tout à fait autre chose, mais si la connexion fonctionne pas bien, il faut aller porter le fichier. Et pour aller porter le fichier, le mieux c'est d'y aller en voiture. Oh là là là. Je suis fatigué. On va parler bagnole parce qu'on parle beaucoup bagnole depuis l'année passée d'ailleurs. Il y avait déjà Ford, je pense, qui était sur place avec quelques véhicules au CES à Las Vegas. Ici, il y a beaucoup plus de voitures. On a vu des Mercedes, on a vu des Audi, me semble-t-il, BMW également de la partie. Donc les Allemands sont quand même fort présents sur différents stands au CES. Tu vas nous parler justement, Marc, de la voiture sans chauffeur, une des voitures sans chauffeur ou plusieurs de voitures sans chauffeur, puisque maintenant tout le monde s'y met un petit peu, on dirait. Oui, je fais juste une petite parenthèse. Je m'excuse auprès de tous nos éditeurs pour la transition abominablement. Tu n'as pas à t'excuser à ma place. Je t'interdis de t'excuser à ma place. Non, mais franchement, sérieusement, j'admire parce que moi, je n'y serais pas arrivé. Voilà. Ok, donc oui, au-delà de la tendance, effectivement, qui vise à faire de nos voitures des objets connectés, comme avec le Parrot dont on a parlé un peu plus tôt, il y a une autre tendance qui vise à en faire des objets autonomes. C'est-à-dire des voitures qui n'ont pas besoin de chauffeur. Ouais. On a déjà vu ces reportages où des voitures vont se parquer toutes seules, arrivent à venir vous récupérer devant la porte de votre immeuble sans écraser 14 piétons, c'est magique. Ouais. Et donc, il y a, lors de ce CES, 4 constructeurs qui ont décidé de présenter le fruit de leur recherche. Audi, Mercedes, Tesla et Google. Oui. Google, oui, encore une fois, Google, on se demande un peu ce qu'ils foutent avec des voitures, mais oui. Ouais. Alors, point par point, Audi a présenté en fait une approche assez traditionnelle. C'était un véhicule, une A7, bardé de capteurs, de lasers, de caméras. Il y a plus de 30 ou 40 capteurs embarqués qui sont montés sur la voiture. Et la voiture a réussi l'exploit quand même de parcourir presque toute seule. Oui. Elle a été un peu aidée par moments. Les 900 km qui séparent San Francisco de Las Vegas. Donc en fait, le concept est appelé Piloted Driving. C'est une combinaison d'intelligence artificielle et évidemment de détection environnementale, comme ça se fait maintenant couramment. Par contre, là où c'est un petit point qu'il faut quand même souligner, c'est que le matériel utilisé pour constituer ce cas d'école, quelque part, est selon le constructeur au stade de la production industrielle. Donc c'est quelque chose qui pourrait être décliné assez rapidement. Okay. Deuxième constructeur, Mercedes. Alors Mercedes, lui, il a choisi un angle radicalement différent. Il a choisi de présenter la chose sous l'angle de la berline Grand Luxe, avec un concept de salon mobile qu'ils ont appelé Luxury in Motion. Ça. Donc, grosso modo, il s'agit d'un habitacle tout confort, auquel on rajoute 4 roues, un moteur, donc définition d'un salon qui roule, avec des sièges qui peuvent se faire face lorsque l'engin est en mode automatique. Petite coquetterie, la carrosserie est parée de panneaux de LED, dont la couleur varie selon qu'un être humain est aux commandes du véhicule ou pas. D'accord, ça prévient les autres. Voilà, autrement dit, c'est pas moi qui conduis, barrez-vous.
contre, même en mode automatique, les passagers conservent un accès direct aux commandes, au contrôle de la voiture avec des écrans tactiles qui sont disséminés un peu partout dans l'habitacle. Alors, il y a une vidéo qui tourne sur le web où on voit la présentation officielle lors du CES avec un espèce de gros œil monté sur rouge. Je sais pas ce qu'il foutait là d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, bon, encore une fois, c'est une déclinaison comme une autre. Il n'y a pas vraiment eu d'indication de la technologie utilisée, des capteurs. Ici, on parle plus sous l'angle du confort du conducteur. C'est ça. Bon. C'est une aide à la conduite plus qu'un chauffeur qui conduit à votre place, quoi. Alors, le troisième constructeur, c'est Tesla. Mais Tesla ne l'a pas fait au CES, en fait. Il a réutilisé le CES pour refaire parler de lui. Ouais. Mais Tesla, il y a quelques mois, a réintroduit la nouvelle version de sa berline électrique, la Model S, et avait présenté à ce moment-là une innovation de taille, c'est que tous les modèles étaient de nouveau bardés de caméras et de capteurs. Capteurs frontaux, arrière, latéraux, caméras de recul, caméras avant, laser, etc. Okay. Seulement, à l'époque, l'utilisation de ces capteurs nécessitait une grosse mise à jour du logiciel du véhicule. Puisqu'on rappelle grosso modo, une Tesla, c'est un PC sur roue. Oui. Peu de choses près. Il semblerait aujourd'hui que c'est chose faite parce que pour le CES, il y a eu une mise à jour en version bêta qui a été faite, et donc ce qui augure d'une mise à jour disponible pour le grand public, pour les gens qui ont les moyens de se payer une Tesla, d'ici quelques mois. Oui. Tesla avait de toute façon fait déjà une démonstration à l'époque de la sortie du modèle S revu et corrigé, en expliquant que oui, sa voiture était capable de conduire vraiment toute seule. De nouveau, on sait que c'est du logiciel, c'est du capteur, c'est de la technique. Il n'y a pas de secret. La technique utilisée est tout. Elle commence à être, c'est ça. Elle commence quand même à être classifiée, maîtrisée. Maintenant c'est du réglage fin, on va dire, et c'est de la prise de précaution. Et comme tu le disais, c'est de la mise à jour de logiciels et des choses comme ça. Et ça repose toujours sur les trois mêmes axes. Premièrement, des radars périphériques qui, couplés à un GPS, mesurent en permanence l'emplacement du véhicule dans l'espace et par rapport à tout ce qui l'entoure. Et ça, on sait que ça fonctionne déjà très bien sur certains modèles haut de gamme dans certaines marques qui permettent les radars permettent par exemple de repérer la bordure du trottoir, la ligne blanche le long de l'autoroute ou des choses comme ça, quoi. C'est du classique, on va dire. Non seulement ça, mais déjà ça permet en plus de garantir que le véhicule reste sur la route quoi qu'il arrive. Oui. La deuxième chose, effectivement, ce sont les caméras. Caméra avant, caméra arrière, avec des logiciels de reconnaissance de forme embarqués qui permettent de détecter si un obstacle arrive, la nature de l'obstacle, de réagir en conséquence, de pouvoir adapter la vitesse, ça existe déjà, ce sont les fameux radars de vitesse qui permettent de... Alors, pas radar de vitesse pour vous flinguer, non, radar de vitesse embarqué sur la voiture qui permet de moduler la vitesse de votre voiture sur autoroute en fonction de l'encombrement du trafic, en fonction de ce qui se trouve devant vous, derrière vous. D'accord. Et la dernière chose, c'est la fameuse technologie laser qui est embarquée sur de plus en plus de véhicules, qui est reconnaissable généralement à ce petit dôme qui se trouve sur le toit et qui, lui, balaye en permanence l'entièreté du périmètre pour venir renforcer ce que les capteurs classiques et les caméras envoient déjà. Et donc, avec ces trois combinaisons, on arrive à avoir des véhicules qui sont quasi autonomes. Maintenant, de là à savoir si on oserait leur confier notre vie... J'avais envie de faire un raccourci avec ce dont on a parlé dans le hors-série qui a été diffusé au début de cette semaine, le Nest, bouton thermostat qui apprend de nos habitudes. Est-ce que la voiture de demain va apprendre de nos habitudes également? Par exemple, je freine pour les gens, ou je freine pour les chiens, ou je freine, mais peut-être pas pour ces gens-là, ou pour... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vois. Je veux dire... Écoute... Dans ce cas-là, tu joues la carte de la sécurité et tu optes, quand elle sera disponible, pour la voiture de Google. Par exemple. Et donc la voiture de Google, on se souvient, on a vu tous les vidéos en juin, juillet l'année passée, de ces espèces de petites voitures toutes rondes, marrantes, là, comme ça, qui ont été parodiées d'ailleurs, ça a fait du buzz assez incroyable. Et donc, ces bagnoles, apparemment, sont sorties maintenant de l'état de prototype. Elles sont pas encore en production, loin de là. Elles vont pas encore envahir les routes américaines ou les routes européennes avant plusieurs années, mais... Pour dire à quel point elles sont sorties de l'état de prototype, le modèle le plus récent a reçu des phares. Ah, super. Avant, c'était comme dans Cars, le dessin animé, c'était des trucs peints sur la carrosserie. Maintenant, il y a des vrais phares. Bon, faut pas oublier quand même que le truc est limité à une vitesse de 40 km/h, donc si tu écrases des gens, tu le fais doucement. Oui, exactement. Ouais. Mais par contre, là où c'est un peu flippant quand même, à l'opposé de la Mercedes, de l'Audi, de la Tesla, etc., c'est que t'as rien. T'as pas de commande.
Non. T'as pas de volant. Non. T'as pas de pédale. T'as juste un bouton ouais. et un ordinateur à qui tu parles. Si je me rappelle bien, ils ont dû faire quand même une pelletée d'ajustements, entre guillemets, pour pouvoir immatriculer leur véhicule en Californie, pour pouvoir faire les tests, etc. Que tout ça était conditionné, enfin, c'était assez compliqué. Donc, ça avance, on va dire. Hein. Petit pas par petit pas, ça avance. Comme nous, d'ailleurs, on va devoir donner un petit coup d'accélérateur parce que, le temps n'est pas élastique. Ça, vous l'avez sans doute déjà entendu. Moi, je voulais juste vous parler rapidement du retour de Kodak sur le marché. On a déjà parlé longuement de Kodak avec mes petits camarades dans ce podcast. Faillite programmée, entre guillemets, en tout cas liquidation programmée en 2013 par un fonds de pension britannique qui s'appelle KPP et qui revient avec la marque Kodak qui annonce son retour, mais juste la marque. C'est-à-dire qu'ils ont collé la marque sur un smartphone, un photophone pour être tout à fait précis, qui est fabriqué par, si je ne dis pas de bêtises, j'ai oublié le nom aussi, c'est Bullitt, un fabricant chinois de smartphones. C'est eux qui sont déjà derrière les smartphones qui sortent sous la marque Caterpillar, si vous voyez ce que je veux dire. C'est les smartphones un petit peu mastoc qui résistent à tout. Ici, c'est un petit peu le même principe, sauf que ça résiste pas à la critique. C'est un appareil 5 pouces, Full HD, processeur Weaker, ça c'est plutôt pas mal, mais d'une ancienne génération déjà, cadencé à 1,7 GHz, 1 Go de RAM seulement. Pour un photophone, c'est peut-être un petit peu juste. 8 Go de stockage, là c'est très très juste. Donc voilà, c'est un smartphone qui embarque un capteur 13 mégapixels, ce qui est relativement classique maintenant dans les appareils moyens et haut de gamme dits photophones, et on sait que la concurrence est relativement rude dans ce domaine, donc ça va être très difficile pour KPP et donc pour Kodak de se positionner sur ce marché. Un appareil qui devrait arriver chez nous prochainement, ce serait à la fin de ce trimestre déjà, mais un appareil dont le prix commencerait à 229 € et s'étalonnerait jusqu'à 300 €. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, simplement parce que la marque emblématique Kodak n'a pas encore totalement disparu, et voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, David ou Marc, vous l'avez vu, David ? Oui, moi je l'ai vu, c'est ce qui se fait un petit peu comme tous les smartphones actuellement. Ils l'ont appelé photophone pour garder la corrélation avec la marque Kodak. C'est le IM5, sa référence exacte, c'est IM5, oui. Maintenant, il faut pas se mentir, c'est dans la veine de tous les smartphones qui sont sortis et dont on a beaucoup parlé ici. C'est moins puissant qu'un OnePlus One, par exemple, avec le même capteur, puisque c'est exactement le même capteur. C'est un 13 millions de pixels de chez Sony, qui est considéré comme un des meilleurs capteurs pour le moment pour smartphone. Pas pour appareil photo. On est très très loin de la qualité des capteurs d'appareils photo actuels. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant et c'est vendu au prix d'un OnePlus One, quoi. Donc honnêtement, si je peux vous donner une recommandation, désolé pour le fonds de pension anglais, mais achetez-vous un OnePlus One. Je reste sur en rapport qualité-prix, c'est mal positionné. Ils auraient annoncé un produit à 150, 170, 180 €. On aurait encore pu dire ok, ça tient la route. Ouais. Ici, l'appareil est pas moche. Non. Il y aura peut-être quelques softwares qui seront installés de ci de là pour justifier que c'est du Kodak, que ceci, que cela. Maintenant, malheureusement, les smartphones actuels dans cette gamme de prix-là sont déjà capables de faire bien plus de choses, je pense, que ce que Kodak vient de présenter. Kodak Alaris, c'est le nouveau nom, entre guillemets, de la société Kodak, et donc cette société a le droit, le bénéfice, entre guillemets, de la licence du nom Kodak ad vitam. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la marque, et ce qu'ils essayent de faire, bon an mal an, c'est de perpétuer la marque en question. Marc, vous voulez rajouter un truc peut-être ? Non, disons que je trouve un peu dommage de vouloir absolument maintenir sous perfusion une marque qui a effectivement quand même un parcours historique et un bagage historique et émotionnel pour beaucoup d'amateurs, en proposant un produit qui est aussi banal. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout, c'est la réflexion. On pourrait s'attendre à quelque chose de plus innovant. On va y revenir tout à l'heure avec Sony qui, lui, retape dans le Walkman, mais quelque chose qui vaut vraiment la peine. Ouais. Là, ici, j'ai aucun frisson quand on me dit ça. On change de sujet, David, et on accélère un tout petit peu. On va parler d'Intel. Le Compute Stick, c'est un PC dans une clé HDMI, en fait.
Oui, c'est le premier. Le premier, enfin, il y a des gens qui vont hurler puisque c'est le même concept qu'un Raspberry Pi, qui est quand même sur le marché depuis quelques années maintenant. Sauf que c'est un PC x86. Donc ça veut dire, pour les gens qui sont un peu moins techno, qu'on peut installer Windows dessus. D'accord. Et en fait, ça va même pas qu'on peut, c'est qu'il va être installé avec Windows. Donc vous prenez un stick USB, une grosse clé USB, que vous branchez en HDMI sur votre télévision ou sur un écran de PC. Oui. Et vous avez un ordinateur complet pour un prix de $149, donc c'est-à-dire 3 fois rien. Maintenant, on va pas se mentir, vous n'avez pas non plus une bête de course. Vous avez un processeur quadricœur dans la gamme Bay Trail, donc qui est l'entrée de gamme de chez Intel, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Où Intel a été un petit peu malin là-dessus, c'est qu'ils ont fourni 2 ports USB. Un port USB pour gérer l'alimentation et un port USB pour pouvoir lui brancher un disque dur externe ou une clé USB. L'objectif avoué de Intel, c'est de ramener l'ordinateur dans la télévision. Donc on parle beaucoup de télévision sous Android et des choses comme ça. Intel, en partenariat avec Microsoft, veut un petit peu sa part du gâteau aussi. Ça permet de diffuser, donc de faire du streaming de vidéos, de photos très très facilement, puisqu'on est sur une interface connue, c'est du Windows 8.1. C'est pas plus puissant qu'une tablette Windows disponible sur le marché pour le moment, mais ça fait ce qu'on lui demande. Et alors, l'autre bonne nouvelle pour nos amis du libre, c'est qu'il y a une version qui va être prévue sous Linux avec 1 Go de RAM au lieu de 2 Go de RAM, 8 Go de stockage sur la clé en tant que telle, mais pour un prix de $89. Donc on se rapproche d'un Raspberry Pi, mais avec une puissance qui est quand même plus importante que ce que Raspberry propose. On est vraiment sur cette vague, en tout cas c'est une des tendances, on va dire fin 2014 ou mi-2014, et maintenant on le voit aussi en 2015, cette tendance de PC mais de très petite taille, qui rejoint l'idée même de l'objet connecté, en quelque sorte. C'est ça. Oui. Donc, on est vraiment là sur là ça reste encore un usage de PC, enfin d'ordinateur en tout cas, puisque l'interface, sans doute ce sera une interface classique Windows 8, mais on pourrait très bien imaginer d'utiliser le même type d'objet pour faire tout à fait autre chose, par exemple uniquement faire du Skype ou uniquement faire certaines tâches très spécifiques pour un tout petit prix en quelque sorte. D'autres, puisqu'on parle de mini PC, et je te laisse la parole, David, là-dessus, il y a également Acer qui mise sur des capacités de stockage c'est un petit peu particulier là par contre, c'est autre chose. En fait, le truc là, donc, mais c'est pour ça que c'est un petit peu dans la suite, c'est qu'ici, Intel a proposé une clé HDMI, donc c'est vraiment le strict minimum. Acer et HP, eux, ont proposé des gammes un petit peu différentes, basées effectivement sur une petite taille. Acer, en prenant le parti pris de dire ok, on va vous offrir des espaces de stockage importants, puisque ce sera un mini PC qui a été annoncé, qui s'appelle Revo One, qui a 3 emplacements pour des disques durs 2,5 pouces. Donc là, Acer prend le pas de dire ok, on va peut-être plus partir du côté serveur de fichiers, stockage, NAS et des choses comme ça. Et HP lui propose 2 machines, le pavillon mini desktop et le stream mini desktop. Alors le pavillon, la gamme pavillon chez HP, c'est historiquement la gamme grand public. La gamme stream est une gamme qui est arrivée très dernièrement, puisqu'elle est arrivée courant 2014, qui est plus prévue pour un PC d'appoint. Donc un PC qui va permettre d'aller sur internet, lire des mails, faire du Facebook, diffuser de la musique, photos et vidéos. Et donc extérieurement, les 2 boîtiers sont tip top les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est décliné en silver et l'autre en bleu. Que les prix pour ces machines sont annoncés à $180, donc on se rend bien compte que c'est pas non plus énorme. Si on revient 2 petites secondes sur le Acer en tant que tel, il est plus volumineux, mais lui aura la possibilité d'avoir des processeurs jusqu'au Core i5, donc des vrais processeurs de PC. Il va gérer 2 sorties vidéo 4K. Donc c'est plutôt une bonne idée. Ça permettra d'avoir un écran d'ordinateur haute définition et une télévision connectée sur la même machine. Plus de possibilités au niveau de la mémoire vive, puisque de base il sera fourni avec 2 Go, mais on pourra upgrader facilement ces machines, et jusqu'à 6 Tera
de stockage pour Acer. Alors que HP, lui, repart sur une machine un petit peu le même concept que Apple avait lancé avec le Mac Mini. Oui. C'est-à-dire, ok, vous utilisez votre ordinateur pour pas grand-chose. Vous, avec le Pavillon, donc celui qui est proposé dans la gamme Pavillon, vous avez une machine qui est tout à fait correcte et qui vous permet de faire ce que vous faites déjà avec votre ordinateur. Et donc, au lieu de mettre 500 ou 600 euros pour remplacer votre ordinateur, vous vous retrouvez avec une grosse tour toute vilaine, là, vous avez un petit truc un peu mignon. Disons que je serais tenté de dire, ce sont des nuques qui ne veulent pas dire leur nom. C'est ça, en fait. En fait, le truc, c'est qu'on sent que les deux produits qui sont derrière toutes ces annonces, c'est le Raspberry Pi, qui a connu un énorme succès dans la communauté geek, parce que tout le monde a acheté un Pi, quitte à ne rien en faire, mais tout le monde en a acheté un. Et donc là, c'est Intel qui reprend ce marché-là pour le grand public, parce que le grand public est mûr pour ce type de produit. Et Acer et HP reprennent effectivement le marché du NUC, qui avait aussi plu à pas mal de développeurs, mais en le rendant plus facile à appréhender, c'est-à-dire une petite boîte qu'on peut déposer n'importe où et connecter à n'importe quel écran, puisque aujourd'hui un écran de PC ou une télévision, c'est approximativement la même chose, excepté la taille de la dalle. On peut parler du NUC, Marc, toi-même t'en as usé et abusé, entre guillemets. J'en ai toujours 3 chez moi qui tournent en permanence. Voilà, moi je suis tombé amoureux de ces petites bécanes, ça permet d'avoir vraiment une facilité de mise en œuvre, c'est vraiment un Lego, quoi. Et de cibler, en fait. Oui, parce que moi je les utilise comme Media Center, c'est-à-dire je leur colle un Windows extrêmement dégraissé, un Windows 7 dégraissé au possible, ça tourne avec 4 Go de RAM, un Core i3 vraiment de base, et juste XBMC, enfin Kodi, et voilà, c'est tout. Et moi, ça fait mon bonheur. Donc là, je pense qu'on a fait bien le tour de ces petits PC. Tu parlais du Mac Mini, on comprend mieux maintenant pourquoi Apple a diminué le prix de son entrée de gamme dans les Mac Mini, même s'il reste encore supérieur à ces appareils-là. On a quand même du Apple, mais pour une somme plus raisonnable, on dit en dessous de 500 €, je pense, pour l'entrée de gamme en Mac Mini. 99. Mais c'est du i5, Beaker, enfin voilà, c'est pas tout... C'est pas exactement les mêmes concepts. C'est pas tout à fait la même chose, effectivement. On change tout à fait de sujet une fois de plus. Et on va parler quelques secondes, parce qu'on n'a pas trop le temps, d'une nouvelle gamme de micros chez Shure. Alors Shure, c'est une marque très connue des professionnels. Shure, marque américaine. On a tous en tête le micro à tête de mort, comme on l'appelle, qui est emblématique, entre guillemets, qui sert un petit peu dans toutes les images qu'on a dès qu'on parle de radio et qu'on doit créer un logo. Même nous, on a un petit peu plié à ça, c'est-à-dire qu'on reconnaît très facilement ces micros, et ils ont récupéré en quelque sorte ce design pour créer une gamme qui s'appelle Motive et qui a vraiment je dirais de la gueule, qui est plutôt orienté grand public, mais pas que grand public, professionnel également, avec des capsules de micro qui sont tout à fait dans ce qu'on utilise régulièrement en broadcast, c'est-à-dire en radio, en interview par exemple, pour faire des captations de son, des interviews et des choses du genre. Il y a 3 modèles existants, le MV5, le MV88 et le MV51. Leur particularité, c'est qu'ils fonctionnent avec iOS, c'est-à-dire qu'ils ont la connectique Lightning, donc ça les rend automatiquement mobiles, entre guillemets, et puis ils sont également compatible OS X avec des applications propriétaires. On aura certainement, je pense en tout cas, l'occasion d'en parler peut-être avec plus de précision, parce que ça vaut vraiment la peine de les passer un petit peu en revue. Si j'ai la possibilité d'en tester l'un ou l'autre, je ne me gênerai pas. On est dans des gammes de prix qui sont plus proches de ce qu'on a l'habitude de rencontrer comme prix au niveau des appareils professionnels. Il y a des micros à 200 €, 200 $, 200 €, des fois un petit peu moins, mais qui sont branchés, entre guillemets, informatique. C'est-à-dire qu'il existe une application qui permet de gérer au mieux la captation que l'on réalise avec ce micro. Ça s'appelle Motive ou Motive, c'est comme vous voulez. Ça arrive cet été, donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est déjà présenté au CES. Donc voilà, je voulais vous les présenter parce que je les trouve particulièrement jolis. Je sais pas ce que vous en pensez, mes petits camarades. C'est beau, c'est joli comme tout, effectivement. Voilà. Et on suppose en tout cas aussi que la qualité audio y est. C'est en tout cas
la renommée qui est celle de Shure et qui, à mon avis, ils vont pas aller se commettre avec des horreurs. Je vais dire ça comme ça. David, un avis, David? Non, je souriais, j'ai failli faire une blague toute moisie sur quand tu as posé la question est-ce que la qualité y est, j'avais envie de te dire c'est Shure. Mais voilà. Oui, effectivement, donc on aurait pu s'abstenir sur ce coup-là, mais on ne l'a pas fait. C'est comme ça. Si vous voulez, je vais poète. On peut passer à tout à fait. Faut jamais avoir honte pour les autres. C'est la deuxième fois que tu as honte pour quelqu'un. Non. Garde-en un peu pour toi, Marc. On va parler tout à fait autre chose. On va parler tu parlais de Sony. On va peut-être tout doucement terminer ce numéro avec Sony, justement, qui dégaine un Walkman. Le retour du Walkman. Le retour du Walkman, ceux qui ont moins de 40 ans ne se rappelleront pas de ces baladeurs à cassette que l'on utilisait avec passion, ceux pour lesquels justement la marque Walkman a été créée par Sony en 1979. Et donc ici, le NW-ZX2 est la dernière née de la marque Walkman et dernier né d'une longue famille qui vient compléter, et clairement par le haut, on va le voir, un arbre généalogique des plus touffus. Alors concrètement, le ZX2, c'est quoi? C'est un baladeur sous Android, 4.2 pour être précis, mais doté de nombreuses améliorations destinées à ravir l'ouïe de l'émetteur éclairé, comme on dit. Donc là, je cite la communiqué de presse. Oui. Donc, alors, si tu sors ça comme ça de but en blanc, alors à ce moment-là... Oui, je sais. Bon. Donc, allons-y. Alors, il y a 60 heures d'autonomie, c'est pas mal. Connectique plaqué or. Amplificateur numérique S-Master HX, je ne sais pas ce que c'est, mais je suppose que c'est très bien. Ça doit être super. Voilà, 2 convertisseurs audio numériques disposant chacun de leur propre horloge avec oscillateur à quartz dédié. Condensateur haute qualité, encore une chance. Support du codec LDAC, qui est une innovation Sony en fait et qui permet une meilleure dynamique de son lors de la transmission sans fil via Bluetooth. 128 Go de mémoire interne, extensible à 256 Go avec une carte micro SD. Apparemment, maintenant, Sony a définitivement enterré le memory stick. Le tout est livré avec un câble USB, un magnifique étui en cuir, et c'est tout. Évidemment, vu le positionnement haut de gamme de l'objet, pas d'écouteurs. Vous apporterez les vôtres, du Sennheiser, du Bose, ce que vous voulez. Alors, moi, j'avoue quand même que je suis impatient d'en avoir un sous la main pour pouvoir le tester, voir s'il y a vraiment une grosse différence par rapport à un autre appareil. Donc, tu me permettras de lancer un petit message. Anne, si tu me regardes, je pense à t'es gentil. Il me fait un petit peu penser esthétiquement à l'iPod. Oui, sauf qu'effectivement, on se retrouve avec un produit un petit peu hybride où on a Android d'un côté, le Walkman de l'autre, et finalement, il faut voir comment le logiciel, encore une fois, va exploiter le matériel. D'accord. David, David, dans ton coin. Ouais, je frétille un petit peu parce que c'est une réponse, c'est une très belle réponse à toute une partie d'une communauté qu'on a entendue il y a quelques mois d'audiophiles qui a insulté Apple en long, en large et en travers pour l'arrêt de l'iPod classique. Et quand je regarde le produit, je vais pas dire il ressemble absolument pas à un iPod classique. Mais par contre, Sony pourrait récupérer une partie de cette clientèle qui est hyper déçue du non-développement, puisqu'il faut pas oublier qu'Apple a fait sa réputation sur la musique et sur la musique à l'époque de très bonne qualité. Pour ceux qui se souviennent des premiers MP3, Apple quand Apple a lancé iTunes, on avait droit quand même à une qualité qui était bien au-dessus des encodages tout moisis qu'on faisait dans notre garage. Et ici, le problème c'est le prix, 1200 €, c'est quand même un tout petit peu abusé, en tout cas pour moi. Maintenant, pour les fans de musique, je peux comprendre qu'il y ait vraiment un réel besoin d'un bon appareil, quoi. Je suis assez d'accord sur le marché. Je suis assez d'accord avec toi, David. Il y a quand même un problème, c'est que les gens, les passionnés de musique, entre guillemets, ils ont déjà un catalogue musical qu'ils ont acquis sur iTunes et donc ils sont un petit peu coincés pour le coup. Ça va être difficile de se porter vers un nouveau support. C'est le gros problème des passionnés de musique. Ça, je le dis en passant. Ça peut être un problème. Maintenant, Sony a quand même prévu toute une gamme de supports, le support de toute une gamme de codecs lossless.
donc notamment le FLAC, qui est bien connu de tous les amateurs. Donc toute une série de codecs qui garantit justement un son d'une qualité nettement supérieure à ce qu'on peut avoir du MP3, même avec un encodage à 320 kilobits. Maintenant, petit détail un peu gênant, l'appareil ne supporte pas les DRM. Oui, par exemple. Mais de toute façon, une fois que ton catalogue il est chez iTunes, tu ne sais pas l'exporter physiquement vers un autre appareil. Il y a moyen de chipoter. Si vraiment tu es très patient. Si vraiment tu es très très patient, et voilà. Et donc tu as toute une partie des métadonnées qui seront perdues. Enfin, ça me paraît un petit peu compromis de ce côté-là. Donc, par contre, si tu as toi-même ta propre CD-Tech, tes chansons sur déjà numérisées ou pas encore numérisées, que tu dois les renumériser, tu peux en profiter pour upgrader entre guillemets la qualité du son, pourquoi pas. Là, c'est clair qu'on parle d'un produit qui est quand même à plus de 1 000 €. Donc, ça s'adresse pas à Madame Michaud qui a un jour fait graber son album de Michel Sardou en MP3 128K. Quoi. Enfin, non, parce que quand même, franchement, à ce prix-là, il y a moyen de se fâcher sérieusement avec son banquier, même très sérieusement. Ouais. Et même pour un baladeur, ça fait mal. Quoi. Même s'il est fourni avec un étui en cuir, ça fait mal. Même avec un étui en cuir, effectivement. Oui. Bon, alors par contre, pour ceux qui ne peuvent pas attendre, il est déjà disponible en vente sur le site Sony. Ouais. Je suis allé vérifier, je me suis dit non, ils se sont trompés, il y a un en trop. Non, c'est bien 1 199 €. Ouais. Voilà. Mais bon, peut-être qu'effectivement, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Si ça tombe, effectivement, le son qui sort de ce truc est juste à tomber par terre. Donc, on ne demande qu'à pouvoir s'en rendre compte par moi-même, Anne. Voilà. Exactement. On peut terminer ce numéro, si vous le permettez, puisque tu parlais de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pourrais aussi parler de l'eau de la lessiveuse. Oh là là, la transition pourrie. Là, j'applaudis, franchement. Voilà. On a l'habitude de laver notre linge sale en famille, voilà. David, le CES, c'est aussi beaucoup de ce qu'on appelle le grand blanc, c'est des appareils, des machines à laver, des séchoirs, des machins, etc. On en parle rarement de ça parce que c'est moins glamour, évidemment, que le nouvel écran tordu à la mode de chez Samsung. LG, qui fabrique aussi des lave-linges, a dévoilé une machine un petit peu particulière qui vous permet de nettoyer chaussettes et slips en même temps. Ouais, en fait, voilà, moi c'est mon coup de cœur parce que on n'a pas fait un tour générique du CES, mais j'ai trouvé le CES moyennement intéressant cette année-ci. Et donc mon coup de cœur va pour une machine électroménager de chez LG qui est qui s'appelle Twin Wash, donc qui est une machine à laver double. Oui. Et en fait, je trouve le concept génial. Donc, ils ont une machine à laver traditionnelle qui est un peu plus haute que la moyenne des machines à laver, puisqu'ils ont intégré dans le socle de la machine à laver une deuxième machine à laver. Et donc, ça permet de faire ces machines à laver 2 par 2 plutôt que 1 par 1 avec une seule machine. Alors, pourquoi est-ce qu'elle m'a fait rire? C'est parce qu'elle est bardée de technologie et il faut aller voir sur le site internet d'LG la manière dont ils expliquent ces technologies. Donc il y a un Turbo Wash 2.0, il y a du Turbo Steam, donc il faut pas oublier que ça c'est une évolution qui avait été apportée par Samsung que LG a un petit peu copié. C'est une machine qui est équipée de Wi-Fi, de NFC. Il y a moyen d'être prévenu par messagerie avec le Home Chat de LG quand la machine est terminée. Il y a moyen de télécharger des cycles personnalisé. Donc moi je vois bien un peu comme les gens qui codent sur IFTTT, donc sur If This Then That, ils pourraient dire ah bah oui ok mais moi je veux un cycle spécial à ce moment-là, des gens qui vont commencer à optimiser leur cycle de lavage. Je trouve ça extraordinaire parce que il y a une application dédiée qui a été faite pour les machines à laver et c'est vrai que moi, voilà, dans une ancienne vie, j'ai eu l'occasion d'être dans un magasin où on vendait ce type de machine, et c'était le seul moment où on avait des vendeurs d'autres départements qui allaient vers l'électroménager, quoi. C'est quand, il y a une machine avec du Wi-Fi, on va aller voir. Je me souviens des frigos, quand on a eu les frigos avec la télé et puis les frigos avec Internet. De chez Siemens. C'était révolutionnaire. Et, je pense que, une partie de l'électroménager va réellement évoluer. Maintenant, est-ce que c'est celle-là
ou est-ce que ce sera une autre? Non, mais le fait d'avoir deux machines à laver en une, j'ai pas trouvé l'idée complètement c'est pas complètement débile. couillon, effectivement, parce qu'on peut très bien imaginer, déjà quand on a une grande famille, de gagner du temps, hein, de pouvoir peut-être nettoyer du délicat pendant que des trucs un peu plus hard peuvent tourner, les gros pulls et les machins, etc. De notre côté. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, s'il y a peut-être un gain de temps, peut-être une économie d'échelle également réalisée sur la consommation d'énergie, peut-être même d'eau, on ne sait pas. Donc voilà, c'est effectivement, maintenant il faut voir quel est le prix de ce genre d'engin. Cher. Enfin, très cher. Très cher. Ouais, c'est ça. Donc, ça s'adresse pas non plus à n'importe qui, quoi. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont... Ça permet à ces marques aussi de pouvoir faire parler d'elles pour des innovations. Et dans les innovations, on le sait, il y a 80% à acheter, il y a 20% à garder. Voilà, s'ils gardent ne fût-ce que l'application qui peut me prévenir, où je peux voir l'état du cycle et le téléchargement de cycle personnalisé, ça, moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir au moins d'y avoir pensé. Oui. C'est-à-dire, ok, voilà, je veux un programme court à tel moment, mais quand l'anti-tâche se met en route, je veux que ça se renforce et tout. Je trouve ça extraordinaire. Ça me rend, moi qui déteste tout le côté électroménager, faire ces machines, je crois que ça plaît à personne. Non. Mais je crois que monsieur pourrait redécider de faire les machines si monsieur et madame se mettaient d'accord pour acheter ce type de machine. Si monsieur est d'accord de prêter son Walkman à madame. disons que c'est une machine à laver qui s'adresse aux mélomanes, en fait. Oui, mais de toute façon, je suis en train de me dire que d'une fois que tu auras cassé ta tirelire pour tâcher Walkman, tu n'auras plus de quoi acheter ce truc-là. Le pire, ce serait d'oublier ton Walkman dans la poche de ta veste. Là, non. Donc là, non, on va peut-être pas aller effectivement jusqu'à là. On va peut-être stopper là. Ce numéro 16, je dis pas de bêtises, 16. Des Techno, c'est le premier numéro de cette année 2015. L'équipe était un petit peu réduite, mais vous avez vu que c'était quand même très dense en termes d'actualité technologique. On aura certainement l'occasion d'alimenter les prochains numéros aussi de petites choses comme ça qui sont quand même passées au CES. On pourrait en termes de bilan dire qu'effectivement il n'y a pas eu de très très grosses annonces, David, sur ce salon. Moi j'ai suivi les deux keynotes Samsung préliminaires à l'ouverture du CES comme ils ont l'habitude de le faire. Tout le monde s'attendait à voir le S6 apparaître, le nouveau Samsung Galaxy S6. Personne ne l'a vu, c'est bien triste. C'était très particulier comme annonce, enfin c'était très creux en fait. En gros, parce qu'il y a pas mal de produits dont on n'a pas parlé, mais c'est des télévisions 4K incurvées. Oui. On n'en a absolument pas parlé, parce que ça n'a strictement... ce sera pas révolutionnaire. De la Ultra HD aussi, de la 8K. Donc le 4K Ultra HD qui va être démocratisé, mais vous savez déjà les voir en magasin, il n'y a pas de technologie, alors que normalement au CES, ce qui est intéressant à suivre, c'est qu'il y a vraiment des avancées technologiques. On profite du début de l'année pour annoncer quelles sont les technologies qu'on va commercialiser. Et ici, il y a beaucoup de choses qu'on avait déjà vues au CeBIT l'année passée et qui arrivent simplement au stade de production à tarif plus ou moins acceptable. Ouais. Allez regarder sur, par exemple, Wikipédia, quelles sont les annonces qui ont été faites les années précédentes, remonter le temps jusqu'au début des années 70, par exemple. Vous verrez qu'il y a vraiment de grosses annonces qui ont été faites par le passé. Je pense par exemple à la cassette vidéo VHS et des choses comme ça, qui sont des très grosses annonces technologiques qui ont eu lieu les années précédentes. Et quand on regarde les années passées, 2014, 2013, c'est juste un petit peu pathétique en termes d'effet d'annonce, entre guillemets. Donc voilà, il faut toujours tout relativiser. Il y a des petites choses sympathiques, il y a des choses intéressantes, il y en a qui le sont nettement moins. Tu en as cité quelques-unes. On aura certainement l'occasion de reparler des choses peut-être qui là sont passées inaperçues, mais qui demain feront peut-être le buzz. On ne sait pas, ça peut arriver également. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Merci à tous les deux. Passez une très bonne semaine. Il y aura des hors-séries qui s'en viennent également avec Seb dès la semaine prochaine. On vous dit à très bientôt pour le numéro 17, bien entendu. À la semaine prochaine. Salut!